Lors d'un barbecue d'été, sous une chaleur de 35 degrés, ma fille refusait d'enlever ses moufles d'hiver alors que tous les autres enfants jouaient. J'ai froid. Elle frissonnait tout en transpirant à grosses gouttes, l'air terrifié. Son père a ri. Elle est juste un peu bizarre. Laisse-la tranquille. Ma belle-mère a ajouté, certains enfants aiment juste attirer l'attention et faire des histoires. Mon beau-père était d'accord. Arrête de la materner pour tout et n'importe quoi. Tout le monde continuait de manger et de rire pendant que ma fille restait là, tremblante. J'ai attendu qu'il rentre chercher une autre bière et que tout le monde soit distrait. Puis j'ai délicatement retiré les moufles. Ce que j'ai vu m'a fait tomber à genoux. Ses doigts n'étaient plus là. Ma fille a chuchoté, papa a dit que si je te le disais, il recommencerait et il ferait partir les autres aussi. Ma belle-sœur, qui a vu ma réaction, s'est précipitée et a essayé de reprendre les moufles. Remets-lui ça tout de suite. Mon beau-frère a bloqué la porte. Tu ne l'emmènes nulle part. Mais j'avais déjà pris des photos. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? La chaleur de juillet s'abattait sur tout le monde au barbecue de la famille Walsh comme une chape de plomb. La sueur coulait le long de ma colonne vertébrale tandis que je regardais les autres enfants s'éclabousser dans la piscine gonflable, leur rire perçant l'air humide. Ma fille de 7 ans, Emma, se tenait à l'écart, ses ridicules moufles rouges couvrant ses mains tandis que son visage luisait de transpiration. Emma, ma chérie, tu dois être en train de rôtir, lui dis-je en m'agenouillant à côté d'elle. Enlevons-les pour que tu puisses jouer avec tes cousins. Elle s'est reculée, serrant ses mains gantées contre sa poitrine. Je ne peux pas, maman. J'ai si froid. Le thermomètre sur le porche indiquait 35 degrés. Les cheveux blonds d'Emma collaient à son front en mèches humides, et sa robe rose montrait des taches sombres de sueur sous ses bras. Pourtant, elle restait là, tremblante, ses yeux bleus écarquillés par quelque chose qui ressemblait moins à de l'inconfort qu'à de la pure terreur. Mon mari, James, est apparu à nos côtés, une bière à la main, avec ce sourire facile qui, autrefois, faisait battre mon cœur. Qu'est-ce qui se passe par ici? Emma ne veut pas enlever ses moufles. Elle dit qu'elle a froid, mais James, regarde-la. Elle est trempée de sueur. Il a ri, le son résonnant dans le jardin. Oh, allez, Sarah. Elle est juste un peu bizarre. Laisse-la être bizarre. Il fait 35 degrés dehors. Elle pourrait avoir une insolation. Sa mère, Diane, a fondu sur nous comme un faucon repérant sa proie. Certains enfants ne cherchent qu'à attirer l'attention et à faire des histoires. Sarah, peut-être que si tu ne la câlinais pas autant, elle ne ferait pas ce genre de comédie. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Elle ne fait pas de comédie. Quelque chose ne va clairement pas. Le père de James, Robert, a rejoint le cercle, retournant des hamburgers sur le grill voisin d'une main tout en faisant un geste vers Emma avec sa spatule. Arrête de la materner pour tout. Quand James avait son âge, on le laissait se débrouiller tout seul. C'est comme ça que les enfants se forgent un caractère. Forger son caractère ne signifie pas ignorer une détresse évidente, ai-je rétorqué. Diane a reniflé avec dédain. Elle va bien. Regarde, elle se tient parfaitement immobile. Si elle était vraiment mal à l'aise, elle ferait des histoires. Sauf qu'Emma n'allait pas bien. Ses lèvres étaient devenues pâles, et ses tremblements n'avaient pas cessé. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à James avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Quelque chose entre la peur et une supplication désespérée. Mon estomac s'est noué. Je l'emmène à l'intérieur pour la rafraîchir, ai-je annoncé. James m'a attrapé le coude. Tu la mets dans l'embarras devant tout le monde. Laisse tomber. Laissez tomber? Notre fille souffre. Elle fait du cinéma, tout comme toi. Sa voix est tombée à un sifflement. Toujours à tout transformer en crise. Ne peut-on pas avoir une seule réunion de famille normale sans que tu crées des problèmes? L'accusation m'a piqué, surtout parce qu'il en disait des variantes depuis des mois. Chaque inquiétude que je soulevais à propos d'Emma était balayée. Chaque fois que je remettais en question ses décisions parentales, je devenais l'épouse hystérique.
Sa famille avait avidement rejoint ce récit, me dépeignant comme la mère autoritaire qui ne pouvait pas laisser son enfant respirer. La sœur de James, Monica, a appelé depuis la piscine. Emma, ma chérie, viens nager avec nous. L'eau est parfaite. Emma a secoué la tête violemment, reculant jusqu'à heurter mes jambes. Je ne peux pas me mouiller les mains. Tu vois, a dit Diane triomphalement. Elle a peur de mouiller ses précieuses moufles. Les phases de l'enfance, Sarah. Tous les enfants en ont. En juillet, pendant une canicule, a ajouté Robert en retournant un hamburger avec une force excessive. Tu sais quel est ton problème, Sarah? Tu réfléchis trop. Les enfants sont résilients. Ils n'ont pas besoin d'une surveillance et d'une agitation constante. Ma génération a élevé des enfants qui savaient se débrouiller. Votre génération laissait aussi les enfants monter en voiture sans ceinture de sécurité, ai-je marmonné. Pardon? Rien. James m'a serré l'épaule assez fort pour me faire mal. Va aider maman avec la salade de pommes de terre. Je reste avec Emma. Quelque chose dans son ton m'a glacé le sang, mais Diane me dirigeait déjà vers la cuisine, bavardant sur son club de lecture pendant que je tendais le cou pour garder Emma en vue. Par la fenêtre, j'ai regardé James s'accroupir à côté de notre fille. Il a dit quelque chose qui l'a fait se raidir, puis lui a tapoté la tête avant de rentrer par la porte coulissante. J'ai essayé de le suivre, mais Diane m'a barré le chemin. La salade de pommes de terre. Sarah, concentre-toi. Je dois voir comment va Emma. Tu dois laisser un peu d'espace à cet enfant. James a tout sous contrôle. Contrôle? Le mot a résonné dans ma tête alors que je coupais machinalement du céleri. James était obsédé par le contrôle ces derniers temps. Avec qui Emma jouait, ce qu'elle portait, quand elle pouvait parler au dîner de famille. J'avais mis ça sur le compte de son côté protecteur, peut-être pour surcompenser sa propre enfance difficile. Mais en le regardant par cette fenêtre, en voyant comment Emma s'était raidie à ce qu'il lui avait chuchoté, le doute s'est insinué comme un poison. 20 minutes ont passé. La salade de pommes de terre était terminée sur le comptoir, et je n'avais plus d'excuses pour rester à l'intérieur. James se tenait près du grill maintenant, riant de quelque chose que son frère Kyle avait dit. Emma restait seule sous le chêne, ses moufles toujours bien en place, son petit corps oscillant légèrement dans la chaleur. Je vais lui chercher de l'eau, ai-je dit à Diane. Fais vite. Les hamburgers sont presque prêts. J'ai rempli un gobelet en plastique et traversé le jardin, hyper consciente que James suivait mes mouvements. Le visage d'Emma s'est illuminé quand elle m'a vu, puis s'est immédiatement crispé quand elle a remarqué que son père regardait. Tiens, mon bébé, bois ça lentement. Elle a pris le gobelet avec ses 2 mains gantées, luttant pour le tenir correctement. De l'eau a giclé par-dessus le bord, et elle a poussé un petit cri de détresse. C'est là que j'ai remarqué que les moufles n'étaient pas de simples gants d'hiver. Elles étaient rembourrées, presque volumineuses, comme si quelqu'un avait ajouté du tissu à l'intérieur. Emma, pourquoi sont-elles si épaisses? Papa a dit qu'elles devaient l'être. Devoir l'être pourquoi? Ses yeux ont filé vers James. Il a dit que si je les enlevais, tout le monde saurait que je suis méchante. Mon cœur s'est arrêté. Méchante, ma chérie? Tu n'es pas méchante. Tu ne pourrais jamais être méchante. Papa dit que je le suis. Il dit que les vilaines filles sont punies pour qu'elles se souviennent d'être sages. Le gobelet m'a glissé des doigts, l'eau se répandant sur l'herbe en une tache sombre. Quel genre de punition? Des larmes ont rempli ses yeux. Je ne peux pas le dire. Il a dit que si je le disais, il recommencerait. Il ferait partir les autres aussi. Une vague de froid a parcouru mes veines malgré la chaleur oppressante. Faire partir quoi? Mes doigts, a-t-elle chuchoté. Ils sont déjà partis, il a dit. La prochaine fois, ce seront mes orteils. Le monde a basculé. J'ai attrapé le bras d'Emma, probablement trop brusquement, mais j'avais besoin de voir. Besoin de prouver que mon esprit me jouait des tours. Que j'avais mal entendu. Que ma fille ne venait pas de dire ce que je pensais qu'elle avait dit. On va les enlever maintenant, d'accord? Non.
Le cri d'Emma a traversé le jardin. Maman, s'il te plaît. Tu ne peux pas. Tout le monde s'est retourné pour nous regarder. James a commencé à marcher vers nous, son expression s'assombrissant. J'avais peut-être 30 secondes avant qu'il n'arrive et que la fenêtre d'opportunité que j'avais ne se referme pour toujours. Fais-moi confiance, mon bébé. Fais confiance à maman. J'ai tiré sur la première moufle. Emma sanglotait, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Le tissu résistait et j'ai réalisé qu'il était fixé avec du velcro caché sous une bande décorative. Qui met du velcro sur des moufles, à moins de vouloir s'assurer qu'un enfant ne puisse pas les enlever seul? La moufle s'est détachée. J'ai regardé la main d'Emma. Puis je suis tombée à genoux, un cri montant dans ma gorge que j'ai à peine réussi à ravaler. Là où 5 doigts auraient dû se trouver, il n'y en avait que 4. Son index avait disparu. Rien d'autre qu'un moignon bandé là où il se trouvait. Les bandages étaient frais, changés récemment. Le genre de pansement médical qui nécessitait des connaissances pour être appliqué correctement. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Emma! Il a dit que tu serais fâchée contre moi, a gémi Emma. Il a dit que j'étais maladroite et stupide et que c'est pour ça que c'est arrivé. Quand? Quand est-ce que c'est arrivé? La semaine dernière. Quand tu es allée voir tante Carole. Papa a dit qu'on avait eu un accident dans le garage, mais que je devais être courageuse et ne pas pleurer. Il a dit que pleurer, c'est pour les bébés. La semaine dernière, j'avais conduit 3 heures pour aider ma sœur après son opération, laissant Emma avec James parce qu'il avait insisté pour avoir un moment père-fille. J'avais appelé tous les soirs, et Emma avait semblé aller bien. Non, pas bien. Elle avait semblé silencieuse, soumise. Elle avait à peine parlé, laissant James répondre à toutes mes questions en m'assurant qu'il passait un excellent moment. J'ai arraché la 2e moufle avec des mains tremblantes. La main droite d'Emma était intacte, les 5 doigts présents, mais des bleus marbraient son poignet selon le motif distinct de marque de saisie. Quelqu'un l'avait maintenu fermement. « Sarah, qu'est-ce que tu fais ?» La voix de James venait de juste derrière moi. Je ne me suis pas retournée. Au lieu de ça, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos, mes mains tremblant si fort que les premières étaient floues. La main gauche mutilée d'Emma, les bleus sur son poignet droit, la terreur dans ses yeux. Sarah, je t'ai posé une question. Où est le doigt de notre fille, James? Le silence qui a suivi était assourdissant. Même les cigales semblaient avoir cessé leur chant. J'ai finalement levé les yeux pour trouver James figé, son visage passant par des émotions trop rapides pour être suivi. Le choc, la colère, le calcul. Puis il est devenu glacialement calme. C'était un accident, dit-il doucement. Nous travaillions sur un projet dans le garage. La scie a glissé. Je me suis occupée de tout. Un ami médecin l'a recousu, lui a donné des antibiotiques, j'ai changé les bandages tous les jours. Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu ne voulais pas m'inquiéter? Notre fille a perdu un doigt et tu ne me l'as pas dit. Tu t'occupais de la situation de Carole. Je m'en suis chargée. Tu t'en es chargée. Je me suis levée, tirant Emma derrière moi. Tu t'es chargée de la blessure traumatisante de notre fille en me la cachant et en la menaçant pour qu'elle se taise. Diane s'est précipitée, suivie de près par Monica. Pourquoi tous ces cris? On essaie de passer un bon moment en famille. Elle s'est arrêtée en voyant la main d'Emma. Oh mon Dieu! Qu'est-il arrivé? Demande à ton fils. James a passé une main dans ses cheveux, sa voix prenant ce ton raisonnable qu'il utilisait quand il voulait que les gens soient de son côté. Il y a eu un accident la semaine dernière, un accident d'atelier. J'ai emmené Emma chez un de mes collègues qui l'a soignée. Sarah est contrariée que je ne l'ai pas fait rentrer immédiatement, mais tout a été géré de manière appropriée. De manière appropriée? Je me suis tournée vers Diane, désespérée de trouver quelqu'un pour partager mon horreur. Regarde sa main. Regarde le doigt manquant de notre fille. Et il lui a dit de ne pas me le dire. Il l'a menacée. Maintenant, tu dramatises, a dit James. Je n'ai jamais menacé personne. Emma, dis à maman que je ne t'ai pas menacée.
Emma a enfoui son visage dans ma jambe, silencieuse. La mâchoire de James s'est contractée, et j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux qui m'a glacé le sang. Comment n'avais-je jamais vu ça avant? Où l'avais-je vu et m'étais-je convaincue que j'imaginais des choses? Monica a touché doucement les bandages. Ça a l'air d'avoir été fait par un professionnel. James, pourquoi ne l'as-tu pas emmené aux urgences? Je travaille aux urgences, a-t-il dit. Enfin, je travaille dans le service des urgences. Mon ami est chirurgien. Nous avions tout ce qu'il fallait pour gérer ça correctement. Tout, sauf prévenir la mère de l'enfant, ai-je lancé. Robert a rejoint le groupe de personnes qui nous entouraient maintenant. Laisse-moi voir cette main. Il avait été ambulancier pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Si quelqu'un pouvait reconnaître si cette blessure correspondait à l'histoire de James, c'était bien lui. Il a examiné la main d'Emma attentivement, son expression devenant de plus en plus sombre. Ça n'a pas été recousu la semaine dernière, a finalement dit Robert. Cette blessure est plus ancienne. Au moins 3 semaines, peut-être un mois. La cicatrisation est trop avancée pour une blessure récente. La façade calme de James s'est fissurée. Tu ne sais pas de quoi tu parles, papa. J'ai travaillé en médecine d'urgence pendant 3 décennies. Je connais la progression des plaies et je sais à quoi ressemble une amputation chirurgicale par rapport à une amputation traumatique. Robert a regardé son fils avec une expression proche de l'horreur. Ça a été retiré délibérément. Une coupe nette, pas un accident. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté écœurante. Il y a un mois, Emma avait commencé à devenir renfermée. Elle avait arrêté de faire des câlins à James pour lui dire bonne nuit. Elle a développé des cauchemars qui la laissaient en pleurs. Quand j'ai essayé de lui en parler, James avait balayé mes inquiétudes, disant qu'elle traversait une phase de développement normal. Il avait commencé à insister pour la mettre au lit lui-même, me disant que j'étais trop douce et qu'Emma avait besoin de limites plus fermes. Je l'avais cru. J'avais remis en question mes propres instincts parce qu'il était si confiant, si certain, et sa famille le soutenait toujours. Que as-tu fait à notre fille? Ma voix n'était qu'un murmure. Je l'ai disciplinée. Le masque de James est tombé complètement. Elle devait apprendre le respect. Tu es trop laxiste, Sarah. Elle répond. Elle n'écoute pas. Elle doit comprendre qu'il y a des conséquences. Des conséquences? Tu lui as amputé le doigt en guise de punition? Elle a mis sa main là où elle ne devait pas. Elle a touché quelque chose que je lui avais spécifiquement interdit de toucher. Les actions ont des conséquences. C'est comme ça que les enfants apprennent. Diane a haleté. James, s'il te plaît, dis-moi que tu ne dis pas ce que je pense que tu dis. Je dis que je suis le père et que je discipline mon enfant comme je l'entends. Sarah me sape à chaque instant, la materne au point qu'elle va grandir faible et inutile. Quelqu'un doit apprendre à Emma comment fonctionne le monde réel. Le monde réel n'implique pas de mutiler des enfants, ai-je crié. Kyle, le frère de James, a sorti son téléphone. J'appelle la police. James a bougé rapidement, faisant tomber le téléphone de la main de Kyle. Personne n'appelle personne. C'est une affaire de famille. C'est une agression. Robert a attrapé le bras de James. C'est un cas de maltraitance d'enfant, espèce de fou. Monica a essayé d'éloigner Emma, mais James lui a barré le passage. Emma reste ici. C'est ma fille. Éloigne-toi d'elle. Je me suis positionnée entre James et Emma, mon téléphone serré dans ma main, le 911 prêt à être composé. Mais la belle-sœur de James, Valérie, est soudainement apparue à mes côtés, tendant la main vers la main blessée d'Emma. Donne-moi ces moufles, a sifflé Valérie. Remets-les-lui tout de suite. Je l'ai regardée, incrédule. Es-tu folle? Tu vas ruiner cette famille avec tes accusations. Remets les moufles avant que quelqu'un d'autre ne voie. Tout le monde voit déjà. Regarde sa main. La femme de Kyle, Patricia, s'est matérialisée de l'autre côté de Valérie. Son visage était pâle et déterminé. Valérie a raison. Si ça se sait, ça détruira le nom des Walsh. On peut gérer ça en privé.
Donner à Emma des soins médicaux appropriés. Peut-être une thérapie familiale. Une thérapie familiale? Je n'en croyais pas mes oreilles. Il lui a coupé le doigt. Le doigt de notre fille. On ne sait pas si c'est ce qui s'est passé, a dit Patricia, bien que sa voix ait vacillé. Peut-être qu'il y a eu un accident et que James a paniqué. Les gens font des erreurs quand ils sont stressés. Kyle a physiquement éloigné sa femme. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il y a une enfant mutilée juste ici et tu t'inquiètes pour la réputation de la famille. Je m'inquiète que ton neveu grandisse sans père parce que sa mère a réagi de manière excessive à un problème de discipline, a rétorqué Patricia. La folie absolue de la conversation était comme sortie d'un cauchemar. La famille de James se fracturait sous mes yeux. Certains se ralliaient pour le protéger, d'autres reconnaissant l'horreur de ce qu'il avait fait. Pendant ce temps, Emma se tenait derrière moi, tremblante et en pleurs, son doigt manquant témoignant silencieusement d'un abus systématique que j'avais été trop aveugle pour voir. James a de nouveau essayé de me contourner. Kyle et Robert l'ont tous les deux attrapé. Mais il s'est débarrassé d'eux avec une force effrayante. Reste derrière moi, mon bébé. Si tu ne viens pas ici, Emma, tu sais ce qui se passe? La voix de James est devenue glaciale. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos des autres? À propos de tes orteils? De ton autre main? Les sanglots d'Emma se sont intensifiés. J'ai appuyé sur le 911. Valérie s'est jetée sur mon téléphone. Nous nous sommes débattus et j'ai senti mon doigt glisser sur l'écran, raccrochant accidentellement l'appel. James a profité de la distraction pour attraper Emma, mais Robert l'a plaqué par le côté. Ils sont tombés lourdement sur l'herbe, James se débattant et criant au sujet de ses droits de père. Ici l'officier Chen. Quelle est votre urgence? L'opératrice avait rappelé. J'ai besoin de la police et d'une ambulance. Mon mari a mutilé notre fille. Il lui a amputé un doigt et menace de recommencer. J'ai débité l'adresse tout en gardant Emma pressée contre moi. Monica a eu la présence d'esprit de commencer à tout enregistrer sur son téléphone. Diane se tenait figée, des larmes coulant sur son visage, incapable de réconcilier le fils qu'elle avait élevé avec le monstre actuellement maîtrisé sur sa pelouse. D'autres voisins étaient sortis pour voir ce qu'était tout ce remue-ménage, leurs expressions allant de la curiosité à l'horreur alors qu'ils saisissaient des bribes de la situation. La police est arrivée en moins de 4 minutes. 2 voitures de patrouille se sont arrêtées, sirènes hurlantes, des officiers en sortant les mains sur leurs armes. James se débattait toujours contre Robert et Kyle, criant que nous étions tous contre lui, que personne ne comprenait plus la discipline appropriée, que sa fille était sa propriété à corriger comme il l'entendait. L'officier Davis a jeté un coup d'œil à la main d'Emma et a immédiatement appelé des renforts et les services de protection de l'enfance. L'officier Martinez nous a séparés, Emma et moi, du chaos, nous guidant pour nous asseoir sur les marches du porche pendant qu'elle prenait ma déposition. Je lui ai montré les photos sur mon téléphone, expliqué la confession chuchotée d'Emma, raconté tout. Emma, en état de choc et traumatisée, pouvait à peine parler. Quand l'officier Martinez lui a gentiment demandé ce qui s'était passé, elle n'arrêtait pas de répéter « J'ai été méchante. J'ai touché les affaires de papa. Les vilaines filles sont punies. » L'ambulance est arrivée ensuite. Les ambulanciers se sont immédiatement occupés d'Emma, vérifiant ses signes vitaux et examinant le site de l'amputation. L'une d'entre eux, une femme plus âgée nommée Grace, s'est agenouillée à côté d'Emma et a dit « Ma chérie, rien de tout ça n'est de ta faute. Tu m'entends? Tu n'as rien fait pour mériter ça. » Emma m'a regardée avec ses immenses yeux bleus. « Maman, est-ce qu'on va m'emmener maintenant? » Quoi? Non, mon bébé. Jamais. Papa a dit que si quelqu'un le découvrait, il m'emmènerait loin de toi parce que tu n'es pas une bonne maman. Il a dit que j'irais dans un endroit horrible où vont les enfants quand leurs parents ne peuvent pas s'occuper d'eux. Une autre pièce s'est mise en place. La manipulation, les menaces, l'isolement systématique. James n'avait pas seulement abusé physiquement de notre fille. Il l'avait torturée psychologiquement, s'assurant qu'elle serait trop terrifiée pour révéler ce qu'il avait fait. Depuis combien de temps cela durait-il? Le doigt datait de plusieurs semaines.
Mais qu'avait-il fait d'autre? Quelles autres blessures avais-je manqué, ignoré ou dont on m'avait convaincu qu'elles n'existaient pas? L'officier Davis s'est approché avec une femme que je ne reconnaissais pas. Madame Walsh, voici Teresa Nova des services de protection de l'enfance. Teresa avait des yeux bienveillants mais une attitude directe. Sarah, je dois vous poser des questions difficiles. Étiez-vous au courant de la blessure d'Emma avant aujourd'hui? Non, il me l'a caché. J'étais hors de la ville pour voir ma sœur quand c'est arrivé, et il ne me l'a jamais dit. A-t-il eu d'autres comportements inquiétants de la part de Monsieur Walsh? Des incidents d'abus antérieurs? Y en avait-il eu? J'ai repensé à l'année écoulée, essayant de séparer mes souvenirs de la manipulation que j'avais subie. Emma a commencé à faire des cauchemars il y a environ 6 semaines. Elle est devenue renfermée, ne voulait plus être seule avec son père. Je pensais que c'était un développement normal de l'enfant, mais il a insisté sur le fait que c'était parce que j'étais trop douce avec elle. L'avez-vous déjà vu la discipliner physiquement? Il lui donnait la fessée de temps en temps. Je n'aimais pas ça, mais sa famille disait que j'étais trop permissive. Il me disait tous que je devais le laisser être le père, que je sapais son autorité. J'ai regardé Diane, qui avait le visage entre les mains. Ils m'ont convaincu que j'étais le problème. Teresa a pris des notes. Nous devrons mener une enquête complète. Pour l'instant, Emma ira à l'hôpital pour un examen médical complet. Ils documenteront toutes les blessures et détermineront s'il y a d'autres cas d'abus. Vous pouvez l'accompagner. Et James? Il est en état d'arrestation pour maltraitance d'enfants et agression. Vu la gravité des faits, je doute qu'il obtienne une libération sous caution. J'ai regardé les officiers menotter mon mari, ex-mari. Il allait devenir mon ex-mari, et lui lire ses droits. James a croisé mon regard, et pendant une seconde, j'y ai vu de la haine pure. Pas de remords, pas de choc d'avoir été pris, juste de la rage que j'ai osé l'exposer. Ce n'est pas fini, Sarah, a-t-il crié. Tu le regretteras. Emma grandira en sachant que tu as détruit sa famille. L'officier Davis l'a poussé vers la voiture de patrouille. Monsieur, vous devez arrêter de parler. Elle retourne ma fille contre moi, elle empoisonne son esprit. Emma, dis-leur. Dis-leur que je n'ai fait que ce que font les bons pères. Emma a enfoui son visage dans ma poitrine en gémissant. Ce son a brisé quelque chose de fondamental en moi. Je lui avais fait défaut. J'avais fait entrer cet homme dans nos vies, l'avais épousé, lui avait confié notre enfant. Chaque signal d'alarme que j'avais ignoré ou dont on m'avait persuadé de ne pas tenir compte est revenu en force. La façon dont il avait insisté sur une discipline si stricte, la colère qu'il ressentait quand je remettais en question ses méthodes, les histoires de son enfance sur les punitions sévères de son père dont il parlait avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. La voiture de patrouille s'est éloignée, emmenant James en prison. Diane s'est approchée de nous avec hésitation. Sarah, je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée qu'il était capable de ça. Si j'avais su. M'auriez-vous cru, l'ai-je coupé? Chaque fois que j'ai soulevé des inquiétudes, vous m'avez dit que je réagissais de manière excessive. Vous m'avez traité d'autoritaire, de surprotectrice, de trop sensible. Vous m'avez convaincu que j'étais le problème. Je sais. De nouvelles larmes coulaient sur son visage. Je défendais mon fils sans écouter. Je pensais le soutenir, mais je permettais à un monstre d'agir. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. Robert se tenait derrière elle, ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. Nous avons vu ce que nous voulions voir, trouver des excuses, nous sommes dit qu'il était juste strict, que la discipline était importante. Nous avons échoué, Emma. Oui, vous avez échoué. Je ne trouvais pas en moi la force de les réconforter. Peut-être plus tard, peut-être après la thérapie, le temps et la guérison, pourrais-je leur pardonner leur aveuglement volontaire. Pour l'instant, je devais juste me concentrer sur Emma. Le trajet en ambulance jusqu'à l'hôpital s'est déroulé dans un brouillard. Emma somnolait par intermittence contre moi, épuisée par le traumatisme. Aux urgences, les médecins nous ont immédiatement entourés.
Ils ont emmené Emma pour des radiographies et un examen complet du corps tandis qu'une assistante sociale s'asseyait avec moi, me posant d'autres questions, documentant tout. L'examen a révélé des blessures supplémentaires que je n'avais jamais remarquées. Des bleus à différents stades de guérison le long du dos et des côtes d'Emma. Une fracture partiellement guérie au pied gauche qui expliquait pourquoi elle boitait légèrement le mois dernier. Des cicatrices sur ses bras que j'avais prises pour de simples éraflures d'enfance, mais qui montraient des motifs compatibles avec des brûlures délibérées de briquet. James ne fumait pas, mais il avait un briquet qu'il utilisait pour les bougies lors de notre rituel de dîner hebdomadaire. Un dîner où Emma devait s'asseoir parfaitement immobile, ne parler que lorsqu'on lui adressait la parole et accepter les portions qu'il lui servait sans se plaindre. Un dîner que je pensais juste destiné à lui apprendre les bonnes manières à table. Le médecin, une femme nommée Dr Lancaster, m'a regardé avec une sympathie qui m'a semblé acide. Madame Walsh, ses blessures s'étalent sur plusieurs mois. L'amputation date d'environ 4 à 5 semaines, réalisée avec une certaine habileté. Le doigt a été retiré au niveau de l'articulation en utilisant ce qui semble avoir été une lame tranchante, peut-être des ciseaux chirurgicaux ou un sécateur. Il travaille dans un hôpital, ai-je dit, hébété. Il a accès à du matériel médical. Emma avait souffert cette agonie seule, on lui avait dit qu'elle le méritait, on l'avait menacée pour qu'elle se taise. Pendant que j'étais à 3 heures de route pour aider ma sœur, confiante que mon mari s'occupait de notre enfant. La culpabilité était écrasante. Est-ce qu'elle ira bien, ai-je demandé. Physiquement, elle guérira. Le site de l'amputation ne montre aucun signe d'infection, ce qui est remarquable étant donné les circonstances. Les autres blessures sont préoccupantes, mais ne mettent pas sa vie en danger. Psychologiquement, cependant, elle aura besoin d'une thérapie approfondie. Ce niveau d'abus systématique cause un traumatisme profond. Emma a été admise pour la nuit en observation. Ils l'ont mise dans une chambre pédiatrique aux murs couverts de fresques joyeuses qui semblaient obscènement lumineuses compte tenu des circonstances. Je me suis assise à côté de son lit, tenant doucement ses doigts restants, faisant attention de ne pas serrer trop fort. Maman. La voix d'Emma était petite dans la pièce faiblement éclairée. Je suis là, mon bébé. Tu es fâché contre moi? Quoi? Non, Emma. Rien de tout ça n'est de ta faute. Absolument rien. Mais j'ai touché les papiers de papa. Il m'avait dit de ne pas aller dans son bureau, mais je voulais lui faire un dessin. Je pensais que si je faisais quelque chose de joli, il me sourirait comme avant, comme quand j'étais petite. Mon cœur s'est brisé. Il te souriait avant que tu ne recommences à travailler. Quand j'avais 4, peut-être 5 ans. Il était plus gentil à l'époque. Il jouait avec moi et me lisait des histoires. Puis tu es retourné à ton travail et il s'est mis en colère tout le temps. Il disait que tu choisissais le travail plutôt que la famille, et que quelqu'un devait m'apprendre la bonne façon d'être. J'avais repris le travail il y a 2 ans après avoir été mère au foyer depuis la naissance d'Emma. James avait semblé me soutenir, voire m'encourager. Mais apparemment, dans mon dos, il disait à notre fille que ma carrière faisait de moi une mauvaise mère, que son père était le seul qui se souciait vraiment de l'élever correctement. La manipulation était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Il n'avait pas seulement abusé physiquement d'Emma. Il avait empoisonné sa compréhension de sa propre famille, l'avait fait douter de mon amour, l'avait isolée de la seule personne qui aurait pu la protéger si elle s'était sentie assez en sécurité pour parler. Écoute-moi très attentivement, Emma. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé, chaque seconde de chaque jour. Aller travailler ne change rien à ça. Et rien de ce que tu pourrais faire ne te ferait mériter ce que papa a fait. Rien. Tu comprends? Elle a hoché la tête. Mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. Reconstruire sa confiance prendrait du temps. Des années, probablement. Mais j'avais du temps. J'avais le reste de nos vies pour lui montrer ce qu'était la vraie parentalité, ce que signifiait la sécurité et l'amour inconditionnel. Le lendemain matin, l'inspecteur Ramirez de l'unité des victimes spéciales est venu prendre ma déposition officielle. C'était une femme directe dans la quarantaine qui avait clairement traité des cas comme celui-ci auparavant, bien que son expression suggérât qu'aucun d'eux ne devenait plus facile.
Madame Walsh, j'ai besoin que vous me parliez de votre mariage, de tout incident, inquiétude, signal d'alarme que vous auriez pu remarquer. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé du contrôle croissant, des critiques qui semblaient toujours raisonnables quand James les formulait. De la manière dont sa famille renforçait son autorité et me faisait douter de mon propre jugement, de l'isolement de mes amis, obtenu progressivement par des conflits d'horaires et des culpabilisations sur le temps passé loin de la famille. Du contrôle financier qui s'était développé au cours de l'année écoulée, James insistant pour gérer nos comptes parce qu'il était meilleur avec l'argent. L'expression de l'inspecteur Ramirez s'est assombrie à chaque révélation. A-t-il déjà été physiquement violent avec vous? Pas vraiment. Il me saisissait les bras parfois, les serrait trop fort, laissait des bleus occasionnellement, mais il s'excusait toujours. Disait qu'il ne réalisait pas sa propre force. C'est toujours une agression, Madame Walsh. Je sais. Je ne voulais juste pas admettre que mon mariage était abusif. Je pensais que si j'essayais plus fort, si j'étais meilleur, les choses s'amélioreraient. C'est ce que les agresseurs veulent que vous pensiez. Ce n'est jamais la faute de la victime. Elle a fait une pause. Nous avons fouillé votre maison et le bureau de James à l'hôpital. Nous avons trouvé des journaux détaillés documentant ce qu'il appelait des mesures correctives. Il tenait des registres des infractions d'Emma et des punitions qu'il administrait. L'amputation était prévue 3 jours à l'avance. J'ai cru que j'allais vomir. Prévu. Il a écrit sur le défi persistant d'Emma, comment elle continuait d'entrer dans son bureau malgré l'interdiction. Il a détaillé diverses options de punition avant de décider de lui enlever l'index comme ce qu'il a appelé une leçon durable. Il a même pratiqué la procédure sur des morceaux de poulet pour assurer une coupe nette. Le monstre que j'avais épousé s'était entraîné à mutiler notre fille comme s'il se préparait pour une démonstration de cuisine. Je ne pouvais pas l'assimiler. Je ne pouvais pas réconcilier l'homme qui m'avait tenu la main pendant l'accouchement, qui avait pleuré quand Emma avait fait ses premiers pas, avec quelqu'un capable d'une cruauté aussi calculée. Il va aller en prison, a dit fermement l'inspecteur Ramirez. Avec les preuves que nous avons, il risque un minimum de 20 ans, peut-être plus, selon ce que nous découvrirons d'autres. Vous et Emma serez en sécurité. En sécurité? Le mot semblait étranger. J'avais vécu dans un état d'anxiété de bas niveau pendant si longtemps, me remettant constamment en question, marchant sur des œufs, que j'avais oublié ce que signifiait la sécurité. Mais Emma l'apprendrait. Je m'en assurerai. Les semaines suivantes ont été un cauchemar de dates de procès, d'ordonnances de protection et de rendez-vous de thérapie. Les cauchemars d'Emma se sont d'abord intensifiés, son traumatisme se manifestant par de l'énurésie et de l'anxiété de séparation. Elle ne supportait pas d'être seule, paniquant si je la quittais des yeux ne serait-ce qu'un instant. Le docteur Winters, sa psychologue pour enfants, m'a assuré que c'était normal. Elle traite une trahison massive de la part de son principal soignant. Son sentiment de sécurité a été détruit. La reconstruction prendra du temps, mais les enfants sont résilients. Avec un soutien approprié, Emma peut guérir. La famille de James s'est divisée. Diane et Robert ont témoigné contre lui lors de l'audience préliminaire, confirmant son comportement de contrôle et ses tactiques de discipline rigides. Ils ont établi un calendrier de visites supervisées avec Emma, travaillant à reconstruire la confiance qu'ils avaient détruite en protégeant leur fils. Monica est devenue l'une des plus ferventes défenseurs d'Emma, prenant régulièrement de nos nouvelles et nous soutenant de toutes les manières possibles. Mais Valérie et Patricia sont restées loyales à James, répandant des rumeurs dans leurs cercles sociaux selon lesquels j'avais tout inventé par dépit. Que la blessure d'Emma était vraiment un accident, et que j'étais une mère inapte qui utilisait cela pour détruire un homme bon. Leurs mensonges ont trouvé un terrain fertile parmi les gens qui ne pouvaient pas accepter que quelqu'un qu'ils connaissaient puisse être capable d'un tel mal. J'ai appris à les ignorer, à me concentrer sur ce qui comptait, la guérison d'Emma et m'assurer que James ne blesserait plus jamais personne. Je me suis jetée à corps perdu dans la constitution de notre dossier, travaillant avec l'inspecteur Ramirez pour documenter chaque élément de preuve, chaque cas d'abus que j'avais précédemment écarté. Le procès de James a eu lieu 6 mois plus tard.
L'accusation a monté un dossier en béton en utilisant ses journaux, les preuves médicales, les témoignages du personnel de l'hôpital qui avait remarqué son comportement inquiétant, et la courageuse déclaration d'Emma, donnée par enregistrement vidéo pour lui épargner le traumatisme de lui faire face au tribunal. La défense a tenté de plaider la démence temporaire, affirmant que James avait subi une dépression nerveuse due au stress professionnel. Ils l'ont dépeint comme un père dévoué qui avait commis une terrible erreur de jugement. Son avocat était habile, persuasif, presque convaincant dans son portrait de James en tant que victime des circonstances. Puis l'accusation a diffusé le témoignage vidéo d'Emma. Ma fille de 7 ans, parlant clairement malgré ses larmes, racontant avec des détails déchirants les abus qu'elle avait subis, les menaces, la douleur, la terreur, la façon dont son père lui avait dit que c'était de l'amour, qu'il lui enseignait des leçons importantes. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Quand ils sont revenus, le président du jury s'est levé et a lu le verdict, coupable sur tous les chefs d'accusation. Maltraitance d'enfants, agression avec intention de mutiler, séquestration illégale, menace de mort. Le visage de James est devenu blanc lorsque le juge l'a condamné à 35 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Il aurait 62 ans avant de pouvoir même demander une libération anticipée. Emma serait une femme adulte à ce moment-là, espérons-le guérie et épanouie, bien hors de sa portée. Alors qu'ils emmenaient James menotter, il m'a regardé directement. Pas de remords, pas de regrets, juste une fureur froide que son autorité absolue ait été défiée et démantelée. Je l'ai regardé droit dans les yeux, lui laissant voir que je n'avais plus peur, qu'il avait perdu, que sa fille grandirait en sachant qu'elle méritait mieux que ce qu'il lui avait donné. Le procès civil a suivi. J'ai demandé la garde exclusive, facilement accordée, ainsi que le remboursement des frais médicaux d'Emma, des coûts de thérapie et des dommages et intérêts. Les actifs de James ont été gelés, sa pension d'hôpital saisie. Chaque centime a été versé dans un fonds fiduciaire pour l'avenir d'Emma, garantissant qu'elle aurait les ressources nécessaires pour guérir et s'épanouir. Au cours du processus de saisie des actifs, j'ai découvert à quel point la tromperie de James était profonde. Il avait ouvert des cartes de crédit à mon nom sans que je le sache, accumulant près de 40 000 $ de dettes. Il avait contracté une deuxième hypothèque sur notre maison, falsifiant ma signature sur les documents. L'argent avait disparu dans des comptes que je ne pouvais pas tracer, probablement des avoirs offshore qu'il avait établis comme plan d'évasion. Mon avocate, une femme redoutable nommée Catherine Ross, a épluché ses dossiers financiers avec une précision implacable. Elle a découvert des relevés bancaires montrant des paiements réguliers à un garde-meuble de l'autre côté de la ville. Lorsque les autorités l'ont fouillé, ils ont trouvé une collection dérangeante, des journaux remontant à avant la naissance d'Emma détaillant ses philosophies sur l'éducation et la discipline des enfants, des photographies d'Emma à différents âges, annotées de critiques sur sa posture, ses expressions, sa désobéissance perçue, du matériel qui m'a glacé le sang, des entraves, des outils médicaux, une chaise en bois avec des sangles en cuir boulonnées aux accoudoirs. Il planifiait cela depuis des années, construisant son projet. L'amputation d'Emma n'était pas un coup de folie soudain. C'était l'aboutissement d'une stratégie à long terme pour créer ce qu'il appelait dans ses écrits un enfant correctement obéissant. Le garde-meuble contenait également un congélateur verrouillé. À l'intérieur, conservé dans une solution médicale, se trouvait le doigt manquant d'Emma. Il l'avait gardé comme une sorte de trophée. La découverte a fait la une des journaux nationaux. Soudain, notre histoire était partout. Émission matinale, podcast de crimes réels, titres de journaux. J'ai dû protéger Emma de la frénésie médiatique, des journalistes campés devant notre appartement temporaire, des inconnus qui nous reconnaissaient dans les épiceries et nous offraient leur sympathie ou m'accusaient d'exploiter le traumatisme de ma fille pour attirer l'attention. Catherine a utilisé ces preuves pour détruire la crédibilité restante de James. Chaque actif a été liquidé. Sa collection de voitures anciennes, son portefeuille d'investissement, même la montre de son père qui avait été transmise depuis 3 générations, tout a été vendu pour financer la guérison d'Emma. Quand Catherine a eu fini, il ne restait plus rien à James, sauf sa peine de prison et la connaissance que sa vie soigneusement construite avait été complètement démantelée. 1 an après ce barbecue d'été, Emma a recommencé à sourire. De vrais sourires, pas les grimaces effrayées qu'elle avait portées pendant si longtemps.
Elle avait encore des cauchemars parfois, sursautait encore aux mouvements brusques, avait encore du mal à faire confiance aux hommes. Mais elle se battait pour redevenir elle-même avec un courage qui me laissait admirative. Nous avons déménagé à l'autre bout du pays pour un nouveau départ, loin des chuchotements, des regards et des gens qui pensaient connaître notre histoire. Emma a commencé sa 3e année dans une nouvelle école où personne ne connaissait son doigt manquant ou les crimes de son père. Elle s'est fait des amis, a rejoint le club d'art, a appris que le monde pouvait être sûr et bienveillant. Je me suis finalement remariée, avec un homme charmant nommé Thomas qui comprenait le traumatisme et la patience, qui n'élevait jamais la voix, qui a passé 2 ans à gagner la confiance d'Emma avant même que j'envisage de rendre notre relation permanente. Emma l'appelle Tom, papa. Ce titre est trop chargé, trop lourd. Mais elle lui fait un câlin pour lui dire bonne nuit et ne tressaille pas quand il lui ébouriffe les cheveux. James écrit parfois des lettres de prison. Elles vont directement à la poubelle, non lues. Il a tenté de prétendre qu'il avait trouvé la foi, qu'il avait été réhabilité, qu'il méritait une chance de s'expliquer à sa fille. Ses droits parentaux ont été révoqués il y a 3 ans. Il n'a plus de fille. Plus maintenant. Juste une femme qui a survécu malgré tous ses efforts pour la briser. Pour le 14e anniversaire d'Emma, elle a demandé si nous pouvions visiter le cimetière où nous avions enterré son doigt après que le bureau du médecin légiste nous l'ait rendu. Il avait semblé important à l'époque de donner à cette partie d'elle une sorte de mémorial, une reconnaissance de ce qu'elle avait perdu. Nous nous sommes tenus devant la petite stèle, juste nous deux, pendant que Thomas attendait dans la voiture. Emma a tracé la date gravée avec ses 9 doigts restants, silencieuse pendant un long moment. Avant, je pensais que ça faisait de moi quelqu'un de cassé, a-t-elle finalement dit. Comme si j'étais incomplète à cause de ce qu'il a fait. Et maintenant? Maintenant je pense que ça m'a rendue plus forte. J'ai survécu à quelque chose de terrible et je suis toujours là. Toujours entière, juste façonnée différemment. Il a essayé de me détruire et il a échoué. Elle s'est tournée vers moi avec des yeux clairs, n'étant plus hantée par ce jour sous le chêne, et a souri. Merci de m'avoir vu, de m'avoir cru, de m'avoir sauvé. Toujours, mon bébé. Toujours. Nous avons quitté le cimetière main dans la main, marchant vers la vie que nous avions reconstruite à partir des cendres et du traumatisme. Derrière nous, cette petite stèle témoignait de ce que nous avions surmonté. Un doigt sacrifié, mais 9 restants. Une enfance volée, mais des décennies d'avenir reconquises. Et quelque part dans une cellule de prison, un homme qui pensait pouvoir briser sa fille a appris que certaines choses, une fois libérées, ne peuvent plus jamais être contrôlées. Que la vérité, une fois dite, ne peut être réduite au silence. Que les enfants, si on leur en donne la chance, choisiront toujours la survie plutôt que la soumission. Emma a survécu. Nous avons toutes les deux survécu.